Bien, alors enchaînons, parce que je crois que le timing est serré, sur notre table ronde consacrée à la fiducie, à la protection des personnes vulnérables. Alors, pour commencer, je tiens à remercier le cabinet FIDAL et l'Institut de droit comparé pour l'organisation de cette journée consacrée à la fiducie, ainsi que l'ensemble des intervenants à cette table ronde pour leur participation à celle-ci. C'est peu dire que depuis son introduction en droit français, l'utilisation de la fiducie comme un outil de gestion du patrimoine de la personne vulnérable est un sujet récurrent. Le constat ne crée aucune surprise. La fiducie participe des techniques d'ingénierie patrimoniale, si bien que la protection du patrimoine de la personne vulnérable paraît faire partie de ses domaines d'élection. Moi, je me bats un peu avec le micro, mais c'est désagréable. Alors, la fiducie paraît faire partie des domaines d'élection de la protection du patrimoine de la personne vulnérable. Néanmoins, elle peine à s'imposer en cette matière, pour ne pas dire qu'elle y est rejetée. La loi du 4 août 2008 a certes réalisé une avancée. Elle a permis, à l'occasion de l'ouverture de la fiducie aux personnes physiques, aux majeurs en curatelle, d'y recourir en qualité de constituant. Le législateur n'en est pas moins resté très en retrait des propositions qui avaient été faites. En effet, dès 2005, la proposition de loi visant à instaurer la fiducie avait suggéré de l'ériger en un mode de gestion du patrimoine de la personne vulnérable. Plusieurs objections y avaient été opposées. Celle d'abord de la crainte que la fiducie soit utilisée pour contourner l'impôt, notamment celui sur les donations et les successions. C'est pourquoi la loi du 19 février 2007 a prohibé la fiducie libéralité et exclu à l'époque les personnes physiques de la qualité de constituant. Celle ensuite de la prétendue inconstitutionnalité du mécanisme, au motif que le transfert résultant de la fiducie heurterait le droit de propriété de la personne vulnérable qui n'en aurait pas connaissance. En réalité, aucun de ces arguments ne résiste à l'analyse. La fiducie obéit à un régime de neutralité, de transparence fiscale, même si on a bien compris que ce régime n'était pas abouti. Surtout, le transfert de droits qu'elle réalise peut opérer des effets bien moins radicaux que ceux résultant d'un acte ordinaire d'aliénation. Il en est ainsi toutes les fois que la fiducie désigne la personne vulnérable constituante en qualité de bénéficiaire. Enfin, celle-ci consent toujours à l'acte, soit elle-même, soit par l'intermédiaire de son représentant. Au-delà, la fiducie offre des garanties en termes de compétences et de responsabilité civile du fiduciaire, lequel est nécessairement un établissement financier, d'assurance ou un avocat. Ces garanties en font un instrument performant de protection des biens de la personne vulnérable et de lutte contre la maltraitance financière. Il en est ainsi notamment lorsque la personne détient une entreprise ou, plus généralement, un patrimoine important ou complexe. La constitution d'une fiducie peut alors intervenir au soutien d'une mesure judiciaire de protection ou d'un mandat de protection future. En ce dernier cas, cette constitution peut être envisagée soit dès la rédaction du mandat, soit au cours de son fonctionnement, afin de garantir une gestion sécurisée et professionnalisée des biens. Il reste que la mise en place
d'une fiducie, au soutien d'une mesure de protection, se heurte, en l'état actuel des textes, à plusieurs incertitudes. Ces incertitudes méritent d'être levées afin de faire de la fiducie un véritable dispositif d'anticipation de la vulnérabilité. Deux obstacles sont généralement invoqués à l'encontre de la constitution d'une fiducie au service de la gestion du patrimoine d'une personne protégée. Le premier est tiré du principe de la personnalité des charges tutélaires et le second des actes interdits au tuteur. Le principe de la personnalité des charges tutélaires repose sur le caractère intuitu personné du choix du protecteur investi de la mesure de protection. Il en résulte que les charges tutélaires ou curatellaires ne se transmettent pas aux héritiers du tuteur ou du curateur au décès de celui-ci. Par ailleurs, la délégation de pouvoir n'est admise que de manière ponctuelle pour les actes conservatoires ou d'administration sous certaines conditions. Ce principe s'oppose-t-il à la constitution d'une fiducie pour la gestion du patrimoine de la personne protégée? La réponse est négative. En effet, d'une part, le législateur permet au tuteur de confier la gestion des valeurs mobilières de la personne protégée à un tiers. D'autre part, il impose au fiduciaire de rendre compte de sa gestion à la personne exerçant la mesure de protection. Surtout, il autorise la constitution d'une fiducie sous la curatelle. C'est dire que la délégation de gestion à un tiers ne heurte pas le principe de la personnalité des charges tutélaires. Ce principe n'empêche pas davantage la constitution d'une fiducie sous un mandat de protection future. En effet, le Code civil autorise le mandataire à se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine à titre spécial. Rien n'interdit donc, sur le terrain de la personnalité des charges tutélaires, au mandataire de protection future de mettre en place une fiducie pour la gestion d'une partie du patrimoine du mandant, pourvu qu'il soit investi d'un tel pouvoir par le mandat. Si le recours à l'acte notarié s'impose, un mandat conféré en des termes généraux suffit. Le second obstacle, opposé à la constitution d'une fiducie, est tiré de l'article 509 du Code civil. Ce dernier inscrit au rang des actes interdits aux tuteurs, même avec l'autorisation du juge des tutelles, le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens d'une personne majeure ou mineure en tutelle. Le fondement des actes interdits est généralement tiré de leur dangerosité pour la personne protégée. Mais si telle est la raison de l'interdiction de la fiducie sous la tutelle, on comprend mal pourquoi la personne protégée peut consentir une fiducie sous la curatelle. Par ailleurs, si les dangers de la fiducie étaient inféodés à la nature de la mesure de protection, il serait plus cohérent de l'interdire en curatelle qu'en tutelle. En effet, la curatelle ne soumet le curateur à l'obligation de rendre compte qu'en curatelle renforcée, alors que la tutelle impose toujours au tuteur l'obligation de rendre compte et par suite d'inclure dans son propre compte de gestion celui du fiduciaire. Il est enfin incompréhensible que la constitution d'une fiducie soit interdite en tutelle, alors que l'ouverture d'une telle mesure à l'égard du constituant après la constitution de la fiducie n'entraîne pas la révocation de celle-ci. Ce manque de cohérence des textes se prolonge sur le terrain de l'habilitation familiale et du mandat de protection future. Sous ces mesures,
L'interdiction de la fiducie est le plus souvent déduite de l'ambiguïté des textes. Ces derniers permettent seulement à la personne habilitée et au mandataire de protection future de faire les actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation. Les actes interdits au tuteur par l'article 509, et notamment la fiducie, le seraient ainsi également à la personne habilitée et au mandataire de protection future. Cette analyse est aujourd'hui condamnée. L'application des actes interdits par l'article 509 sous les mesures de protection autres que la tutelle a été remise en cause par la Cour de cassation dans un avis du 6 décembre 2018. Dans cette affaire, la Cour a été saisie de la question de savoir si l'interdiction faite au tuteur par l'article 509 d'exercer le commerce au nom de la personne protégée conduisait, sous la curatelle, à interdire au curateur de l'assister pour une telle activité. La Cour de cassation écarte l'interdiction au motif que le Code civil ne fait aucun renvoi à l'article 509 pour définir la mission du curateur. Surtout, elle souligne qu'en toute hypothèse, dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée. Transposée à la fiducie, cette analyse conduit à valider sa constitution sous un mandat de protection future. La solution est parfaitement justifiée. L'on concevrait mal que l'article 509 conduise à empêcher le mandant, dont la capacité juridique est intacte, de constituer une fiducie par l'intermédiaire du mandataire, alors que le Code civil permet au curatellaire, dont la capacité est amoindrie, de faire un tel acte avec l'assistance du curateur. C'est dire que les actes interdits sous la tutelle sont permis sous le mandat de protection future et que le mandataire peut valablement constituer une fiducie pour la gestion des biens du mandant. Il suffit qu'il tienne sa mission d'un mandat notarié. Cette analyse permet d'ériger la fiducie en un véritable mode d'anticipation de la vulnérabilité. En tant qu'instrument d'ingénierie patrimoniale, la fiducie participe des outils d'anticipation de la vulnérabilité et de protection des biens à l'heure de la survenance de l'incapacité du constituant. Plusieurs niveaux d'anticipation peuvent être distingués. Le premier consiste à prévoir, lors de la constitution d'une fiducie, l'éventualité de la mise sous protection du constituant. Deux questions se posent ici. Celle, d'abord, du choix de la personne en charge de la mesure de protection. Le principe de non-cumul des charges fiduciaires et titulaires interdit de confier l'exercice de la mesure aux fiduciaires. En revanche, le cumul de la qualité de curateur ou de tuteur et de celle de tiers protecteur de la fiducie ne semble pas interdit. Le tiers protecteur peut être ainsi investi de la mission de curateur ou de tuteur à l'égard du constituant par un acte de désignation anticipée. Se pose par ailleurs la question du contrôle de la gestion du fiduciaire. Le Code civil lui impose de rendre compte de sa gestion à la personne en curatelle, ainsi qu'au curateur ou au tuteur, au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée au contrat. Il convient donc d'anticiper dans le contrat de fiducie les modalités ainsi que la périodicité de la reddition des comptes fiduciaires.
Les prévisions du contrat pourront également envisager le prononcé d'une habilitation familiale ou la prise d'effet d'un mandat de protection future à l'égard du constituant. Le second niveau d'anticipation consiste à prévoir la future incapacité du constituant et à organiser la protection de son patrimoine par la constitution d'une fiducie. Dit autrement, la finalité de la fiducie est ici de protéger les biens du constituant à l'heure de la survenance de son incapacité. Plusieurs options sont envisageables. Celle d'abord consistant à mettre en place simultanément une fiducie et un mandat de protection future, la prise d'effet des deux mécanismes étant différée au jour de l'altération des facultés du constituant. Cette altération est donc ici l'élément déclencheur du transfert dans le patrimoine fiduciaire. Une autre possibilité consiste à mettre en place une fiducie durant le mandat de protection future. La constitution de la fiducie peut être ou non anticipée lors de la rédaction du mandat. À l'absence de prévision du mandat, le mandataire appréciera l'opportunité de mettre en place une fiducie, ainsi que sa durée, son étendue, celle de la mission du fiduciaire et les modalités de sa reddition de comptes. L'anticipation de la fiducie au moment de la rédaction du mandat permettra de limiter les pouvoirs du mandataire et d'assurer le respect de la volonté du mandant. Le transfert dans le patrimoine fiduciaire pourra être assorti d'une réserve d'usage et de jouissance au profit du constituant. Une telle restriction peut être utile afin d'assurer la préservation de ses repères, de son cadre de vie, notamment son logement et sa résidence secondaire. Ces biens pourront être soit exclus de la fiducie, soit assortis d'un droit d'usage et de jouissance. Des directives quant au mode de gestion du patrimoine et au remplacement du fiduciaire en cas d'empêchement ou de révocation pourront être également stipulées. L'ensemble de ces prévisions s'imposera au mandataire lors de la constitution de la fiducie. Sa marge d'appréciation est donc limitée par les stipulations du mandat. C'est bien sûr lorsque les contours et les modalités de la fiducie sont prévus lors de la rédaction du mandat de protection future qu'elle est véritablement performante en tant qu'outil de protection du patrimoine de la personne vulnérable. La fiducie participe alors des instruments d'anticipation de la vulnérabilité, pourvu qu'elle intervienne dans un contexte pertinent et que le fonctionnement de la fiducie adossée au mandat de protection future soit suffisamment anticipé par des clauses appropriées. Ce sont ce fonctionnement et ces clauses que vont à présent nous exposer Maître Claire Farge et Bruno Berger-Perrin du cabinet FIDAL et Maître Hélène Pess, notaire à Paris. Je vous laisse la parole, cher maître. Merci beaucoup Nathalie et merci beaucoup pour toutes ces séances de préparation de cette table ronde que nous avons eue, votre disponibilité et qui est à l'image de la disponibilité et de la gentillesse de tous les intervenants à ce colloque et en premier lieu de Marie Goré qui vient de nous rejoindre, le professeur Marie Goré, à qui nous devons la joie d'être dans cet amphithéâtre formidable, dans ces locaux formidables, et donc un grand merci au professeur Marie Goré. Donc effectivement, nous allons revenir sur ces schémas annoncés par le professeur Peterka, puisqu'aujourd'hui, avec des projections statistiques qui nous promettent une société de vieillards, avec de plus en plus de majeurs vulnérables, et on laisse de côté les pronostics climatiques, il n'est plus concevable, ou du moins il n'est plus responsable de ne pas anticiper sa propre future incapacité.
Et dans l'organisation à réfléchir pour l'anticipation de sa propre incapacité, la mise en place d'une fiducie va être particulièrement justifiée, mais en présence de certains contextes. Un certain contexte d'abord patrimonial. Il faut être en présence pour que la mise en place d'une fiducie soit vraiment justifiée, ou bien d'un patrimoine complexe et qui requiert donc des compétences particulières ou la connaissance spécifique d'un certain marché, ou bien d'un patrimoine important à la gestion duquel est attaché de forts enjeux économiques. Se dessine alors une cible particulièrement propice pour ce type d'organisation d'une prévoyance avec fiducie. Bien, c'est celle du dirigeant de société qui est toujours inquiet, ou souvent en tout cas inquiet, surtout depuis les 2 dernières années que nous venons de traverser, de la pérennité de la société au-delà d'un accident de la vie, d'une maladie, qui le rendrait inapte à gérer et sa société et les titres sociaux dont il est le titulaire. Et cette cible, en fait, ce dirigeant d'entreprise n'a souvent pas la personne adéquate dans son contexte, enfin, dans sa famille. Le conjoint n'est pas forcément dans le même secteur d'activité, il peut y avoir des enfants mineurs, et surtout les membres de sa famille ne sont pas forcément aguerris à la pratique des affaires. Et donc, en gros, la compétence repose sur celui dont le patrimoine est à protéger. Donc au final, notre hypothèse de travail sera celle d'un dirigeant de société soucieux d'organiser son éventuelle future vulnérabilité qui surviendrait à un moment où personne dans son entourage ne serait susceptible de prendre la relève dans la gestion de son patrimoine qui serait par hypothèse composé essentiellement de titres de sa société opérationnelle. Alors on laissera ici de côté la problématique de la pérennité de la gouvernance de la société, au-delà de l'accident de la vie touchant son dirigeant, mais il est bien évident que les 2 sujets, anticipation de la gouvernance de la société et anticipation de la gestion du patrimoine du dirigeant, sont 2 sujets qui sont liés et en pratique toujours traités ensemble. Alors on va vous présenter ici les 2 schémas que vous a annoncé le professeur Nathalie Peterka, 2 schémas qui permettent d'organiser la gestion par un fiduciaire du patrimoine du dirigeant qui serait devenu incapable. Donc dans le premier schéma, la fiducie est conclue à côté du mandat de protection future. Dans le deuxième schéma, la fiducie est conclue dans le mandat de protection future. Donc dans le premier schéma, pour en donner une présentation générale, dans ce premier type de ce que l'on pourrait appeler, pour utiliser des termes marketing, dans ce qu'on pourrait appeler donc un pack prévoyance du dirigeant, en amont de toute vulnérabilité avérée, donc dans un pur souci de prévoyance, 2 actes sont conclus en parallèle. Un mandat de protection future pour soi-même, puisque vous savez qu'il existe 2 versions du mandat de protection future, mais ici, il est bien évidemment question uniquement du mandat de protection future pour soi-même, et un contrat de fiducie qui prévoirait une entrée en fonction du fiduciaire au moment de l'activation du mandat de protection future. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce premier schéma, le constituant de la fiducie est la même personne que le mandant dans le mandat de protection future, c'est-à-dire notre dirigeant de société qui veut anticiper sa future et éventuelle vulnérabilité. Dans ce cas-là, le mandat de protection future est appréhendé comme un instrument général visant à anticiper l'incapacité du dirigeant, mais il peut prévoir évidemment la protection de sa personne et la protection de ses biens. La fiducie, c'est un instrument spécifique qui est adapté à la protection d'un certain type de biens et on la prévoit à effet différé. Les biens ne seront transférés qu'en cas de survenance d'une incapacité. Et donc on vous a mis un exemple de clause avec le transfert des titres objets de la fiducie qui sera réputé réalisé au jour de la prise d'effet du mandat de protection future et il appartiendra au mandataire de protection future d'informer, par exemple, Fidal Fiducie, de cette prise d'effet. Les formalités à accomplir. Bruno. Le législateur a tenu absolument à ce que la fiducie soit un instrument vertueux, contrairement à l'image parfois sulfureuse du trust anglo-saxon, à tort ou à raison. Pour pallier ce risque de ne pas être vertueux, un certain nombre de formalités
qui sont toutes à la charge du fiduciaire, qui est désormais le propriétaire ès-qualité des biens, droits, sûreté transférés dans le patrimoine d'affectation qui lui est confié. Alors il y a certaines de ces formalités qui doivent être accomplies dès la signature du contrat de fiducie, notamment l'obligation d'enregistrer le dit contrat dans le délai d'1 mois à peine de nullité, l'obligation de faire une déclaration d'existence au service des impôts des entreprises dont dépend le fiduciaire dans un délai de 15 jours. Là, il n'y a pas de sanction prévue par la loi, mais on respecte scrupuleusement ce délai néanmoins. Et en fait, le contrat de fiducie, ainsi enregistré et ainsi déclaré à l'administration fiscale, sera transféré au registre national des fiducies, dans lequel se trouvent normalement tous les contrats de fiducie existants. Lequel registre national des fiducies est accessible à un certain nombre de personnes. Et dernière formalité qui doit être faite dès la déclaration, dès l'existence de la fiducie, qu'elle soit à effet différé ou non, c'est l'obligation pour le fiduciaire de faire une liste des bénéficiaires effectifs de toutes les parties à l'opération, donc y compris lui-même fiduciaire, et de l'enregistrer. Alors, pour ne courir aucun risque, puisque c'est le fiduciaire sous sa responsabilité qui établit cette liste et qui l'enregistre, personnellement, je préconise que la même liste des bénéficiaires effectifs figure dans le contrat lui-même. C'est-à-dire que dans le contrat lui-même, les parties déclarent, le constituant, le bénéficiaire, le tiers protecteur, le cas échéant, le fiduciaire, déclare mon bénéficiaire effectif, c'est monsieur un tel, madame un tel, et c'est ce qui sera repris dans la liste qui est ainsi déposée par le fiduciaire et enregistrée. Donc tout ceci doit être fait au moment où le contrat est signé. Lorsqu'il s'agit d'un contrat à effet différé, comme on le prévoit en l'espèce, il y a d'autres formalités qui s'imposent, notamment pour l'avocat fiduciaire, puisqu'on imagine mal que dans une opération patrimoniale, le fiduciaire soit autre chose qu'un avocat. On imagine mal un banquier ou un assureur devenir fiduciaire dans une telle opération. Donc l'avocat fiduciaire a cette obligation stupide de fournir une garantie financière qui couvre 20% de la valeur des biens mobiliers, 5% de la valeur des biens immobiliers apportés dans le patrimoine fiduciaire. Donc c'est la première obligation au moment de l'entrée en vigueur du contrat. La seconde obligation, on le sait, c'est que le fiduciaire doit tenir une comptabilité autonome pour le patrimoine d'affectation qui lui est confié. Cette comptabilité autonome prend la forme d'une comptabilité sociale dans laquelle on va trouver à l'actif les biens transférés dans le patrimoine d'affectation et au passif la créance de restitution que le constituant détient sur la fiducie confiée donc au fiduciaire. Et ces comptes doivent être déposés et pour ce faire, on va à ce moment-là faire une déclaration d'activité au greffe du tribunal de commerce dont dépend le fiduciaire, de manière à obtenir un numéro INSEE qui permettra le dépôt des comptes. Voilà. Dernière formalité, essentielle quand il s'agit de titres de société, en fonction des clauses figurant dans les statuts, ça sera d'obtenir l'agrément de la société. Si cet agrément est déjà obtenu, on va d'ailleurs l'annexer au contrat de fiducie. S'il est futur, ça sera sous condition suspensive de l'obtention de cet agrément. Alors, avec ce premier schéma, donc 2 contrats conclus en parallèle, un mandat de protection future et une fiducie prévoyance à effet différé, on a 2 contrats qui, a priori, fonctionnent de manière indépendante, sauf que il ne faut pas oublier que le mandataire, en qualité de représentant du constituant, va donc exercer les pouvoirs du constituant dans le cadre du contrat de fiducie. Il pourra, à ce titre, saisir le juge de la fiducie, qui n'est pas le juge des tutelles, qui est la formation de droit commun du tribunal judiciaire, sauf si, comme il est recommandé de manière très opportune, il a été inscrit dans le contrat de fiducie une clause de recours préalable à la médiation. Alors se pose une question, cher maître, chère Hélène, c'est celle de savoir si le fiduciaire doit rendre compte de sa gestion au notaire directement. Alors le fiduciaire n'a pas à remettre ses comptes au notaire, mais au constituant, et donc au mandataire de protection future qui le représente et au tiers protecteur. La gestion des actifs transférés en fiducie ne relève plus du pouvoir du mandataire, puisque les biens transférés ne figurent plus dans le patrimoine du mandant. Pour autant, elle n'échappe pas totalement à son contrôle et donc au contrôle du notaire et à celui du juge des tutelles, car la créance de restitution, par contre, figure dans le patrimoine de la personne protégée et du mandant.
la préservation de la valeur de cette créance et donc de la responsabilité du mandataire qui va être vérifiée par le notaire. Alors je sais que le coût n'est pas un élément juridique, mais c'est quand même une donnée pratique. Et donc quel est le coût d'un mandat de protection future? Lors de sa mise en place, en fait, c'est un acte tarifé, et donc il y a un tarif, c'est environ 350 €. Et une fois ouvert, le notaire doit contrôler les comptes tous les ans. Donc c'est environ 400 €. A priori, on pourrait facturer des honoraires lors de la mise en place du schéma, lors de la consultation patrimoniale, mais il ne me paraît pas possible de facturer des honoraires lors du contrôle des comptes, puisque cette prestation est tarifée et qu'on ne se détache plus de la mission. Le coût de la fiducie, si elle est faite par acte authentique, ce qui est obligatoire quand on a des biens communs, des biens indivis et des biens immobiliers. Les émoluments sont en vie, donc c'est 0,8 hors taxe, 0,8% hors taxe. Et c'est un point important de savoir que les émoluments sont perçus lors de l'établissement du contrat, même si le transfert est reporté et qu'il y a un effet différé. En revanche, la taxe de publicité foncière de 0,715%, la contribution à la sécurité immobilière de 0,10% ne sont payables que lors de la prise d'effet de la fiducie, donc au moment de la réalisation de l'incapacité. Évidemment, si c'est par acte sous seing privé, les honoraires sont libres. Et quant au fonctionnement de la fiducie, je laisse Bruno répondre. Alors, en ce qui concerne la fiducie, la loi est muette, donc à la limite, la fiducie pourrait être gratuite. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Et je vais vous dire comment je pratiquais quand je m'occupais de filiale fiducie, et je pense que c'est une pratique qui est reprise par mon successeur. C'est parce que j'étais avocat que j'étais pressenti comme fiduciaire. Mais je considérais qu'à partir de ce moment-là, je n'étais plus avocat. Et donc, ce n'est qu'au moment de la signature du contrat que je pouvais demander des honoraires qui se décomposaient de 3 manières. Première partie, en quelque sorte un honoraire rétroactif pour la participation du fiduciaire à la conception de l'opération et à la rédaction du contrat, ce qui lui est souvent demandé, bien entendu. Et d'autre part, en ce qui concerne la vie de la fiducie, ce qui se pratique le plus couramment, c'est un honoraire forfaitaire annuel qui tient compte d'un certain nombre de considérations, la valeur des actifs, la valeur des dettes éventuellement, mais aussi l'importance des diligences qui sont plus ou moins importantes, puisqu'il peut y avoir des missions du fiduciaire qui vont du simple réfrigérateur à la disposition des biens, et dans ce cas-là, évidemment, c'est un peu différent. Donc un honoraire forfaitaire annuel, mais ce n'est pas une règle absolue, c'est ce qui se pratique le plus souvent, mais on peut très bien prévoir des honoraires horaires, à la tâche, etc. Enfin, on fait ce qu'on veut, puisque c'est tout à fait libre, et c'est discuté naturellement en amont, et ça figure expressis verbis dans le contrat de fiducie. On prévoit également un troisième type de rémunération lorsque dans la mission du fiduciaire, il y a la vente comme mission accessoire ou mission principale, et à ce moment-là, on prévoit en général un honoraire un pourcentage sur le montant de la vente de la réalisation. Alors on va maintenant vous présenter le deuxième schéma, celui dans lequel la fiducie va être créée alors que le mandat de protection future est déjà activé. Donc ici, il faut bien comprendre que le transfert des biens dans un patrimoine fiduciaire n'a rien d'automatique lors de l'activation du mandat de protection future. Activation, je vous le rappelle, qui commence au moment où le greffe du tribunal judiciaire du domicile du mandant pose son visa au vu d'un certificat médical attestant de l'incapacité du mandant. Donc ici, le transfert des biens en fiducie n'a rien d'automatique au moment de la constatation de l'incapacité du mandant, de notre dirigeant de société. Ce sera donc au mandataire de protection future d'opérer ce transfert, soit selon sa libre appréciation, soit en fonction de la réalisation d'un certain nombre d'événements qui auraient été très précisément décrits par le mandant dans le mandat de protection future. On a donc un mandataire de protection future qui a le pouvoir de transférer tout ou partie des actifs qui, au départ, sont situés dans le périmètre du mandat en fiducie. Et si un contrat de fiducie est conclu, il le sera donc après l'activation du mandat de protection future. Et ce contrat de fiducie, il aura
pour constituant toujours le mandant, comme dans le schéma 1, représenté par le mandataire de protection future. La mission même du fiduciaire, la durée de la fiducie peuvent déjà avoir été prévues dans le mandat de protection future. Et un modèle à suivre au plus près peut être annexé au mandat de protection future. C'est le mandataire qui disposera d'une plus ou moins grande liberté de négociation du contrat de fiducie en fonction des termes du mandat de protection future. En exemple de mission du fiduciaire, on peut indiquer la nomination d'un nouveau gérant ou la vente de la société. Il est important de prévoir pour les biens indispensables au cadre de vie du mandant une convention, par exemple les biens immobiliers, une convention de mise à disposition au profit du mandant et ou de son conjoint. Alors, s'agissant de l'articulation des deux actes de prévoyance, mandat de protection future et contrat de fiducie, il faut bien avoir en tête que le fiduciaire va devoir rendre compte annuellement au mandataire en tant qu'il représente le mandant constituant de la fiducie, avec copie au constituant lui-même et à l'éventuel tiers protecteur qui aura été mis en place. Et le mandataire de protection future annexera les comptes du fiduciaire à sa propre reddition de compte annuel et il enverra le tout au notaire et le cas échéant au subrogé mandataire de protection future qui aurait été désigné dans le mandat de protection future. Cher Claire, le mandataire reste-t-il responsable de la gestion des biens mis en fiducie ? Alors, bien entendu, le mandataire reste responsable de la gestion des biens qu'il a transférés en fiducie, puisque ces biens figuraient initialement dans le périmètre du mandat et qu'ils n'ont pas totalement disparu de ce périmètre, puisqu'ils ont été remplacés par une créance du mandant de restitution, une créance en restitution des biens contre le fiduciaire. Ce que la loi appelle les droits fiduciaires, hein, les droits représentatifs des actifs apportés en fiducie. Et malheureusement ou heureusement, le notaire garde son devoir d'alerte dans les deux schémas, parce que la créance de restitution fait bien partie du patrimoine du mandant. Alors, s'agissant de la pérennité de la fiducie mise en place au-delà de la révocation judiciaire du mandat de protection future, dont on a un certain nombre d'exemples dans la jurisprudence et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation, hein, le mandat de protection future a la faiblesse de pouvoir être assez facilement révoqué. Eh bien, le contrat de fiducie qui aura été mis en place par le mandataire n'est pas automatiquement révoqué comme conséquence immédiate de la révocation du mandat de protection future. Les demandes de révocation judiciaire de la fiducie seront éventuellement portées devant la formation de droit commun du tribunal judiciaire par le nouveau représentant du constituant. Mais rappelons ici que si on avait pris l'audace ou la précaution d'inscrire une clause d'irrévocabilité dans le contrat de fiducie, cette clause d'irrévocabilité ne lierait pas le juge saisi d'une demande en révocation de la fiducie. Eu égard à la responsabilité qui pèse sur les notaires et à la rémunération d'un mandat de protection future, on comprend la frilosité des notaires à conseiller ce type d'instrument, qui est pourtant extrêmement utile. Moi, je suis convaincue de l'utilité. Et on verra cet après-midi que c'est très utilisé à l'étranger. En revanche, le recours à un professionnel du chiffre et à un professionnel tout court, l'avocat fiduciaire, qui est professionnel, qui a une assurance responsabilité professionnelle, contrairement à un mandataire qui est un proche de la famille, une personne physique qui n'est pas aguerrie à la pratique du droit des affaires, c'est de nature à militer et à rassurer le notaire pour qu'il propose ce genre de schéma. Alors finalement, quels sont les avantages et les inconvénients respectifs de chaque schéma ? Voilà. Alors, si on commence par le schéma 1, c'est-à-dire, vous vous rappelez, celui dans lequel on a deux actes conclus en amont de toute vulnérabilité, le mandat de protection future et le contrat de fiducie à effet différé, ce premier schéma, il va correspondre à un profil de client qui veut tout anticiper, qui veut avoir la certitude que l'organisation de gestion d'une partie de ses actifs par un fiduciaire ne sera pas liée au sort du mandat de protection future et qu'il sera activé
même si finalement ce n'était pas le mandat de protection future qui était activé, mais en raison d'une action de l'entourage du mandant, le juge préférait mettre de côté le mandat de protection future et ouvrait plutôt une tutelle ou une curatelle. Donc le dirigeant de société va être assuré que ces titres sociaux seront à l'écart de la gestion qui aurait été confiée par exemple à une association tutélaire. Et puis le deuxième avantage de ce premier schéma, c'est qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation juridique possible. On a vu qu'il fallait développer un certain nombre d'arguments pour admettre le contrat de fiducie à l'intérieur du mandat de protection future mis en place par le mandataire. Ici, on n'a pas ce type de contentieux en perspective. L'inconvénient de ce premier schéma, c'est le coût, puisque Hélène nous a dit que si on avait donc ce contrat de fiducie à effet différé, eh bien, ça ne différait pas les émoluments du notaire. Mais ce coût, c'est le coût de la prévoyance, donc c'est le coût de la sécurité. Il n'y a aucune raison de ne pas faire admettre ce coût à un dirigeant auquel on fait admettre de nombreux autres frais, notamment d'assurance bancaire. Concernant le schéma 2, son avantage, c'est de laisser une liberté au mandataire d'apprécier l'opportunité ou pas, le moment venu, de constituer la fiducie. L'inconvénient majeur, c'est l'incertitude sur l'organisation qu'on a prévue en cas d'incapacité. Le mandat de protection future peut être attaqué et remis en cause. Et dans ces cas-là, qu'advient-il du transfert en fiducie qu'il aura opéré? Il y a un risque de contentieux sur la validité du schéma. Dans les deux schémas, pour le notaire, on a un même avantage, c'est qu'on a un professionnel qui gère le patrimoine complexe et on peut s'appuyer sur sa compétence et sa responsabilité. Et ça, c'est quand même un énorme avantage. Voilà, je renverrai peut-être à la table ronde sur les titres sociaux dans lesquels il y aura notamment Sylvain Teux qui sera tout à fait à même de nous parler de l'importance du tiers protecteur puisqu'il a créé une association de promotion de la fonction de tiers protecteur. Mais vous l'avez déjà compris en filigrane, notamment de l'exposé du professeur Grimaldi et du professeur Peterka, que c'est un personnage central dans les fiducies patrimoniales. Mais le temps est largement dépassé. La pause devait avoir lieu il y a 3/4 d'heure, je crois. Il était prévu un déjeuner. Là, je vous préviens tout de suite, peut-être qu'il n'y aura pas de déjeuner finalement. En tout cas, une pause réduite. On n'a même pas pris le temps de vous laisser la parole pour des questions, savoir s'il y en a dans le chat en visioconférence. On peut peut-être prendre... Le table ronde n'est pas terminé. Je suis un peu stressée par le timing. Et évidemment, c'est un acte totalement... Merci. Cher Matt, merci à tous les trois pour votre présentation très claire. Et donc, voilà, immédiatement, je remets la parole à Anne Garandeglis, que je remercie, qui nous fait l'honneur de sa présence, que je remercie très sincèrement pour sa présence et qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter en 2 mots. Donc Anne Garandeglis, qui est avocate générale près la Cour de cassation et qui... l'auteur du rapport de mission interministérielle sur la protection juridique des majeurs qui a été remis en 2018 au garde des Sceaux et au ministre des Solidarités et de la Santé. Chère Anne, je vous laisse la parole. Merci Nathalie, et je suis désolée d'intervenir. Je suis désolée Anne. Je suis désolée Anne pour la... On se connaît depuis suffisamment bien et on s'apprécie suffisamment pour qu'il n'y ait aucun souci. C'est vrai que malheureusement nous allons, si on peut dire, sauter la pause et j'interviens en fin de table ronde. Effectivement, je pense en qualité à la fois de praticien de la protection des majeurs, aujourd'hui avocat général à la première chambre de la Cour de cassation, et puis aussi auteur du rapport de mission interministérielle de 2018, mais qui est un rapport qui en réalité est le produit d'une réflexion de nombreux professionnels, à la fois du champ du droit, mais du champ aussi social, du champ sanitaire. Les notaires ont été associés et un certain nombre d'institutions ont été associées, dont le défenseur des droits. Donc je vais essayer d'être brève, puisque on est effectivement à un moment de la matinée où je pense que vous devez être fatigué, et en plus il reste encore des intervenants. Alors je voudrais dire plusieurs choses.
en sachant que j'ai des petits croquis qui intéressent beaucoup mon voisin, mais que je transmettrai, puisque bien sûr nous allons continuer à réfléchir à la fois sur la fiducie, mais aussi sur les articulations entre le droit patrimonial et le droit de la protection des majeurs vulnérables. Avant de poser un certain nombre de points, je voudrais bien évidemment remercier le cabinet Fidal et en particulier Claire Favre, avec laquelle nous travaillons depuis longtemps, et je sais à quel point elle est absolument investie avec d'autres, mais sur les sujets. Donc merci beaucoup Claire d'avoir porté ce sujet malgré un certain nombre de difficultés, de reports, etc. Je remercie évidemment aussi l'Institut de droit comparé, parce que je crois absolument indispensable qu'effectivement nous tirions les enseignements de ce qui se passe à l'étranger, à la fois pour nous en inspirer, mais aussi parce que les personnes vulnérables sont des personnes qui bougent, qui vont d'un endroit à un autre, volontairement ou pas volontairement, et qu'il nous appartient de mettre en perspective ces nouveaux mouvements. Et de ce point de vue, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, une table ronde a été organisée par le ministère de la Justice sur les enjeux de la protection judiciaire des majeurs, tant au regard du droit européen que du droit international. Et malheureusement, il n'y avait pratiquement que des praticiens et peu d'universitaires. Je regarde M. Grimaldi, et peu de... Non, mais tout de même, parce que je pense que c'est très important. Je vous remercie, toi, de m'exposer d'entrée. Que nous associons bien évidemment l'université, mais aussi les praticiens et aussi les services d'entraide, puisque aujourd'hui, tout un travail est fait autour de la Convention de La Haye en particulier. Je pense que c'est un instrument qu'on pourrait aussi, évidemment, intégrer dans nos réflexions. Alors, en premier lieu, je voudrais tout de même rappeler que être protégé lorsque son état ou sa situation le rend nécessaire est un droit. J'enfonce une porte ouverte, mais je crois important de le redire, en sachant qu'une mesure de protection ne peut être instaurée et exercée que dans le respect des droits et des libertés, des droits fondamentaux et des libertés. C'est la formule exigeante de l'article 415 du Code civil. Si nous admettons que l'autodétermination des personnes est une visée à chaque fois que c'est possible, mais que l'organisation d'une protection peut être indispensable à l'égard d'un certain nombre de personnes, notamment au regard du principe de non-abandon des plus vulnérables, alors il est certainement urgent de penser et de construire un accompagnement global et une anticipation globale pour ceux qui le choisissent. Là encore, ce sont des propos qui sont tenus depuis de nombreuses années, mais qui, faute de volonté politique, pour l'instant, ne parviennent pas à s'installer. La réforme de 2007 sur la protection juridique des majeurs, les retouches successives de 2015 et de 2019, pour ne parler que de celle-là, sur notre dispositif de protection juridique des majeurs et des mineurs. Je ne parlerai pas des mineurs, mais bien évidemment, on pourrait aussi parler de la question des mineurs, en particulier lorsque les mineurs sont handicapés, et le mandat de protection future y avait répondu d'une certaine façon, mais pas totalement. Je n'en parle pas, mais c'est évidemment aussi un sujet. En tout cas, les retouches successives des lois de protection des majeurs n'ont pas réussi à installer une approche globale des besoins des personnes elles-mêmes et de leurs aidants, tant sur le plan de la protection personnelle que sur celui de la protection patrimoniale. Donc en mars 2018, et pour un délai contraint de 3 mois, je le rappelle, parce que vous voyez bien comment on essaie de travailler dans un délai contraint de 3 mois, une mission interministérielle m'avait été confiée avec l'objectif de constituer un groupe pluridisciplinaire associant tous les acteurs de la protection des majeurs pour élaborer de nouvelles règles favorisant l'autonomie des personnes, l'expression de leur volonté, tout en renforçant le statut des mandataires professionnels que sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais aussi en renforçant les dispositifs d'anticipation. Il m'avait été demandé en particulier de porter la réflexion sur l'exercice des droits fondamentaux des personnes, sur les discriminations subies par elles, le respect de leur volonté en matière personnelle et patrimoniale, sur la possibilité d'instaurer une mesure unique. Je crois utile de le redire parce que lorsqu'était évoquée tout à l'heure la différence entre la tutelle et la curatelle, je crois important de dire qu'il y a tout de même une réflexion de fond pour pouvoir rapprocher notre système d'autres systèmes au plan international et en particulier de la mesure unique. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faudra intégrer quand on va repenser nos concepts. Et puis, il avait été demandé de promouvoir les mesures familiales et les directives anticipées.
et en particulier en revisitant le mandat de protection future, notamment sur le modèle belge, et donc c'est en particulier Nathalie Peterka qui avait travaillé ce sujet, pour revoir la question de l'assistance et pour permettre également l'instauration d'une mesure en 2 temps, et c'est ce qui a été proposé dans les schémas tout à l'heure. Donc le premier temps qui est le temps de l'accompagnement de la personne dans la gestion de son patrimoine, mais aussi dans la protection de sa personne, alors qu'elle a encore toutes ses capacités. Et puis le deuxième temps qui s'accroche au constat de l'altération des facultés personnelles et qui là amène à mettre en place une mesure de protection au sens où nous l'entendons. Alors un certain nombre des propositions du rapport ont été intégrées, en particulier dans la loi de 2019 sur l'évolution du dispositif général de fonctionnement de la justice et pas simplement de la protection des majeurs. Et un groupe de travail a été ensuite constitué au ministère des Affaires sociales pour travailler la partie sociale de la protection des majeurs. Il était prévu une mission numéro 2, mais cette mission numéro 2, faute de volonté politique et en raison du changement de ministre, vous vous souvenez d'un certain nombre d'événements après 2018, et donc en raison de cela, il n'y a pas eu de mission numéro 2 qui était celle qui devait précisément porter les dispositifs d'anticipation et l'évolution de la fiducie, puisque je vais y revenir dans un instant. Je voudrais également attirer votre attention en termes de calendrier, sur le fait que les États généraux de la justice se sont terminés en mars de cette année. Nous ne savons pas ce qui va être arbitré par le comité des sages et ensuite par notre futur garde des Sceaux et par le président de la République. Mais il y a aujourd'hui, en tout cas porté par le président de la République, la volonté, alors après quel niveau de volonté je n'en sais rien, mais d'installer ce qu'on appelle une justice de protection. Donc je pense qu'il faut que nous l'ayons évidemment en tête. Autre élément important dans notre réflexion, le chantier de la loi autonomie, qui n'a toujours pas abouti dans le contexte très compliqué et tendu que nous connaissons sur à la fois le volet de l'évolution démographique, j'y reviendrai avec, non pas en détaillant mon beau schéma, mais quand même en vous donnant quelques éléments, et puis sur un schéma aussi patrimonial qui est étudié en particulier par le Haut Conseil de l'âge, qui a été installé dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015. Pourquoi je donne tous ces éléments de préambule? Parce que tous nos sujets s'intègrent forcément dans des sujets de réflexion du législateur et de réflexion sur les politiques publiques. Alors je voudrais rappeler 2 points. D'abord, quelle était la philosophie, très rapidement bien sûr, de la protection juridique des majeurs et les réticences qu'il y avait eu en 2007 à introduire la fiducie. Je voudrais rappeler que, en premier lieu, la loi du 5 mars 2007 a eu pour objectif de réorganiser les dispositifs de protection entre le social et le judiciaire, en y ajoutant du conventionnel, et en particulier le mandat de protection future. Mais à l'époque, la question était véritablement de bien séparer ce qui relève du judiciaire parce qu'il y avait trop de mesures, environ 800 000 mesures à l'époque, en 2006, et ce qui relève du pur social, le conventionnel étant introduit, mais sans véritablement avoir une réflexion globale sur l'ensemble de ce qu'est la protection des majeurs vulnérables. Donc à l'époque, il avait été mis en exergue la volonté de véritablement remettre la personne protégée au centre des dispositifs et de professionnaliser les mandataires non familiaux. Alors, une étude, en sachant qu'il n'y avait pas d'étude spécifique sur les publics concernés, c'est un de nos drames, aucune étude sur les populations, aucune étude sur les patrimoines et aucune étude croisée entre les différents ministères. Toutefois, en 2018, lorsque nous avons fait la mission ministérielle, nous avons eu une étude du pôle évaluation de la justice civile du ministère de la Justice qui nous laisse apparaître que, contrairement à une idée reçue, les majeurs qui sont aujourd'hui en protection judiciaire ne sont pas des pauvres, ou pas que des pauvres. Ce sont des personnes qui ont un patrimoine. Et ce patrimoine, sur l'analyse qui a été faite sur des dossiers ouverts en 2015, montre que, par exemple, en matière immobilière, le patrimoine moyen des majeurs en tutelle
est de 244 000 €, 202 000 € pour les majeurs en curatelle. La valeur moyenne des biens mobiliers, entre 6 800 €, 13 000 € pour les personnes en curatelle. Donc on voit bien que sur le patrimoine immobilier, il y a probablement un certain nombre de choses évidemment à anticiper. Deuxième élément important, pourquoi la technique de gestion patrimoniale qu'est la fiducie a-t-elle été exclue dans les débats de la loi 2006-2007 ? Je ne vais pas refaire l'exposé brillant qu'a fait le professeur Grimaldi tout à l'heure, mais tout de même, pour y avoir participé à l'époque en tant que président de l'Association nationale des juges d'instance, feu les juges d'instance, il faut se souvenir qu'un amendement avait été adopté par le Sénat pour permettre la gestion des biens d'une personne en tutelle via la constitution d'une fiducie. Et c'est en réalité la résistance de l'Assemblée nationale qui a mis fin à cet amendement sur effectivement le motif qu'il s'agissait d'un transfert de propriété. Et voilà, vous avez expliqué quelle était à la fois la position du professeur Croc et la vôtre, mais en tout cas à l'époque, c'est la position du respect de la propriété et du droit constitutionnel de propriété qui l'a emporté, outre le fait qu'il apparaissait extrêmement difficile de faire échapper à la protection d'un juge judiciaire un certain nombre de personnes en termes de respect des droits des personnes. En tout cas, c'était l'analyse de l'époque. Le rapport de mission interministérielle de 2018 a ouvert la piste de la fiducie. Pourquoi ? Parce que nous avons cherché comment renforcer la subsidiarité de la mesure judiciaire pour répondre à un certain nombre de demandes. Un certain nombre de personnes sont placées sous mesure judiciaire parce qu'elles n'ont pas suffisamment anticipé, mais parce que aussi il existe des conflits relatifs à la protection de la personne, mais aussi relatifs à la gestion du patrimoine, des conflits familiaux qui amènent la demande d'intervention du juge. Nous avons estimé, nous, dans le rapport de mission, qu'il était absolument indispensable de renforcer les anticipations conventionnelles en les regroupant dans un registre unique et dématérialisé. Je crois aussi important de le rappeler, parce que quand on évoque tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure le regroupement des fiducies dans le registre de la fiducie, bien évidemment la question qui se poserait serait de regrouper toutes les dispositions anticipées, y compris celles qui concernent la fiducie, dans ce registre unique qui, et ça n'est pas un scoop, est également travaillé dans le cadre des États généraux de la justice. Donc ça va être évidemment un point très important. Je renvoie au rapport interministériel sur les réticences qui ont pu être émises en particulier par le notariat au regard de la fiducie, pour simplement indiquer que nous avions indiqué dans le rapport de mission interministérielle que si cet outil devait être envisagé, il faudrait, et en particulier pour les personnes protégées, il faudrait sans doute réfléchir à un fiduciaire qui puisse être une institution publique, à même d'instituer une telle charge, sans coût exorbitant pour les personnes protégées, parce que même si les personnes protégées ont un patrimoine, certaines n'ont pas un patrimoine suffisamment important pour qu'on puisse les embarquer, si je puis dire, dans une fiducie classique. D'autre part, nous avions également indiqué qu'une limite temporelle devait être fixée à la fiducie, par exemple, par référence à la durée de vie d'un descendant ou d'un nombre maximum de générations de descendants. Et nous avions également mentionné un certain nombre de choses, mais sans les avoir creusées, sur l'autorisation qui devait être donnée par le juge des tutelles lorsque la personne est déjà sous mesure de protection. Quel est l'intérêt de la fiducie, en tout cas à mon sens aujourd'hui, au regard des évolutions de la démographie et au regard de ce que l'on sait du patrimoine des personnes? Je vais citer pour cela, sans le détailler puisque je n'ai pas le temps, à la fois un rapport de projection de l'INSEE sur l'évolution de la population française de plus de 60 ans jusqu'à 2040. Et je vous montre simplement le croquis, c'est pas très visible pour les gens du fond, mais en fait ce croquis, la base, c'est 60 ans. Vous voyez, donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que, évidemment, et on le sait intuitivement, mais les personnes dont on parle sont des plus de 60 ans avec une espérance de vie qui croît et avec un patrimoine qui, d'après France Stratégie, va évidemment évoluer, puisque l'évolution du passé du patrimoine des ménages laisse à présager une tendance à l'augmentation de ce patrimoine pour les futures générations,
Entre 1980 et 2015, le patrimoine des ménages a été multiplié par 3, augmentation qui s'est faite en faveur des ménages âgés. En 1986, le patrimoine net médian des trentenaires était 45% plus élevé que celui des 70 ans. En 2015, il est 3 fois plus faible. Donc c'est évidemment extrêmement parlant. Dans les projections réalisées par France Stratégie, le patrimoine net moyen des ménages âgés de plus de 70 ans était de 261 000 € en 2015. Et il est en 2030, selon la projection, 334 000 € à 368 000 € moyen. Donc évidemment, on voit bien aller là. Et on note, élément très important, une proportion très importante de personnes de plus de 65 ans qui sont propriétaires de leur logement. Ce qui va aussi être une difficulté si l'on envisage la fiducie dans le cadre de la protection juridique des majeurs. Donc, pour terminer, je dirais que si nous devons aujourd'hui réfléchir vraiment concrètement à une évolution législative de la fiducie comme technique de protection dans la protection des majeurs, il faudra probablement faire un audit croisé des techniques de protection et des techniques de gestion existantes et des besoins ciblés dans le cadre d'une politique publique de l'autonomie et d'une prise en compte du coût de la dépendance. Ce que l'on ne fait quasiment pas, sauf quand on analyse le coût de la dépendance en termes de solidarité entre les générations et de solidarité entre les différents types de populations. Donc l'angle est social et il n'est pas nécessairement patrimonial, sauf sur le plan fiscal. Donc, je ne vais pas développer, mais on voit bien que par rapport à l'exposé qui nous a été fait tout à l'heure sur les incidences fiscales, pour l'instant, peuvent amener l'État, en tout cas de ce que je peux savoir, à considérer qu'il faut continuer à taxer pour pouvoir payer la politique de la dépendance, alors qu'on peut imaginer une autre entrée qui serait de dire, mais si les personnes elles-mêmes l'anticipent et qu'il y a des dispositifs favorisant l'anticipation personnelle, en particulier des techniques de gestion, on pourrait parvenir à un certain équilibre. En tout cas, pour l'instant, cet argument est très difficile à entendre du côté de Bercy. Deuxième chose très importante, je pense, lorsque la mesure de fiducie est envisagée à l'intérieur d'une mesure de protection, il est indispensable de mettre en place des garanties, parce que les juges ne l'autoriseront pas autrement. Et ces garanties seront en particulier de soumettre la fiducie à l'autorisation préalable du juge des tutelles. Alors comment fait-on quand elle est prévue par avance? C'est vrai qu'on travaille à mon sens. Il faut évidemment qu'on se pose la question de l'apport du logement en fiducie, puisqu'il faudrait qu'il soit soumis au droit commun de la protection des majeurs, donc aux dispositions de l'article 426 du Code civil. Il faudrait aussi prévoir des causes de révocation de la fiducie sur saisine du juge par tout intéressé, prévoir le sort des actes contraires aux intérêts du constituant, et puis la question du tiers protecteur qui est renvoyée, je l'ai entendu à la discussion de tout à l'heure. Je pense que ça, c'est un point absolument crucial dans l'organisation d'une fiducie protection pour les majeurs, déjà en protection juridique des majeurs. Voilà, j'ai fait beaucoup plus rapidement et synthétique que ce que j'avais prévu. Je vous en remercie. Et malheureusement, il n'y aura pas de questions. C'est dommage, mais je pense qu'on va continuer à travailler ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup.